Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous donner de votre temps. Nous avions déjà fait une expérience de ce type qui était une réunion publique il y a quelques mois. Cette réunion, à l'époque, elle était plus pour collecter, comme nous l'avons fait par différents moyens, que ce soit Internet, que ce soit des réunions publiques, bien sûr, des expressions, des questionnaires auprès de différents publics, les administrés, les riverains, les commerçants, l'immobilier, les consulaires. Et à l'époque, c'était dans une démarche qu'on va vous présenter rapidement, qui était une démarche de collecte d'informations. Parce que l'action de redynamisation de cœur de ville, telle qu'on la conçoit ici sur ce territoire, mais telle qu'elle nous est aussi présentée au niveau national, avec 222 villes qui ont été retenues, c'est une action qui doit aller du bas vers le haut. C'est pas quelque chose qui se réfléchit en chambre à 2 ou 3 pour décider ce qui est bon pour le centre-ville. En tout cas, nous, on s'y refuse, et c'est dans cet esprit-là qu'on a passé plusieurs mois à collecter vos préconisations, vos idées, des fois vos critiques, mais souvent assorties de propositions, et je vous en remercie. Et aujourd'hui, l'heure est venue d'arrêter avec les diagnostics. On va vous faire part un peu quand même du diagnostic, mais de la collecte d'informations, et de passer à l'action, ou du moins à la stratégie. C'est-à-dire l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter concrètement, nourri de ces informations, quels vont être les défis à relever en termes d'action et de stratégie. Donc vous allez voir des choses qui vont vous être présentées et qui sont des éléments d'action qui vont se décliner sur le court terme, sur le moyen terme ou sur le long terme, parce qu'il y a forcément la temporalité est différente entre des choses immobilières un peu structurantes qui prennent du temps, ou simplement l'achat de tel ou tel matériel pour nettoyer les rues, ou l'investissement en personnel qui peuvent se décider beaucoup plus vite. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Bien sûr, on est toujours dans l'échange, donc on se laisse un petit peu de temps à l'issue de cette présentation pour que vous puissiez intervenir et interagir, parce que même si on est dans l'action, il y a encore toujours des petites choses qui peuvent être rajoutées sur ce qu'on va vous présenter là. Ce qu'on va vous présenter là fait suite aussi à des réunions que nous avons fait aujourd'hui en direction des professionnels. Ce matin, on a un petit déjeuner avec les commerçants montois pour échanger aussi et leur présenter. Et puis ensuite avec différents acteurs, des acteurs aussi de l'immobilier, notaires, agents immobiliers et autres financeurs, de façon à ce qu'il y ait une vision globale de ce qu'on va vous présenter. Moi, je suis accompagné de Marie-Christine Bourdieu, qui est adjointe en charge de la démocratie participative et de tout ce qui est développement durable, espace vert, de Bertrand Tortigue, qui est adjoint au centre-ville notamment et vice-président de l'AGLO sur la mobilité et les transports, et de Hervé Bayard, premier adjoint, qui s'occupe de tout ce qui est voirie, technique, urbanisme, qui est aussi vice-président de l'AGLO sur la partie finance. Donc voilà, on sera aussi là pour vous répondre. Et je vais laisser la parole à Franck Michaud, qui est notre directeur de service technique, mais qui est surtout aujourd'hui la personne qui coordonne cette démarche dans nos services et qui fait avancer ce projet. C'est le chef de projet, entre guillemets, parce que c'est une vision très transverse et il faut que tout le monde, dans les services et au niveau des élus, puisse travailler dans le même sens, puisque vous allez voir qu'il y a des connexions qui ne sont pas que sur le commerce. On parle d'habitat, de culture, d'espace vert, de lutte contre les incivilités, de propreté urbaine. Donc voilà, il fallait une approche transverse et c'est pour cette raison que Franck dirige ce projet. Donc je vais te laisser la parole de façon à ce que vous puissiez présenter tout ça. Bien, bonjour à tous. Donc je vais rappeler brièvement ce qu'est l'opération Cœur de Ville pour laquelle on a été lauréat. Donc c'est un appel à projet national qui a retenu 222 villes. C'est un programme sur 5 ans avec 5 milliards de financement annoncés et 5 financeurs, donc l'État, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, la Caisse des dépôts et consignations, Action Logement, l'ANRU lorsqu'on est dans certains dispositifs, et puis après il y a d'autres collectivités qui peuvent nous accompagner, le département, la région, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre de commerce des métiers et de l'artisanat. La convention initiale pour poser un peu ces éléments a été signée le 11 septembre, et puis on avait 18 mois pour travailler sur un projet. On a figé un périmètre d'action Cœur de Ville, qui est le périmètre jaune, qui est le périmètre intérieur au boulevard. C'était déjà un périmètre d'une action qui est en cours qui s'appelle l'OPA, l'opération d'amélioration de l'habitat, sur lequel on intervient pour refaire des logements. Donc on s'est superposé à ce périmètre qui englobe tout le centre-ville et un peu plus largement, notamment pour la production de logements. Dans ce périmètre, on a aussi
d'autres périmètres qui viennent se superposer, notamment, vous voyez en bleu, ce qu'on appelle le périmètre linéaire des façades. C'est le linéaire sur lequel on vient apporter des subventions pour rénover les façades. Ce programme il s'articule autour de 5 axes. Un axe autour de la dimension habitat-logement, un axe sur le développement économique et commercial, un axe sur l'accessibilité, le stationnement, la mobilité en lien avec le centre-ville, un axe sur les espaces publics, le patrimoine, et puis enfin un dernier qui est celui des équipements, du service, du loisir et la culture. C'est des axes qui ont été imposés dans le programme. Vous verrez que nous, on est sortis dans la construction de ce projet de ces axes-là et qu'on a essayé d'avoir une vision un petit peu plus transversale pour ne pas rester dans des dimensions thématiques qui n'englobaient pas complètement notre vision du projet. Pour ce faire, donc, on a fait un diagnostic pour faire émerger des enjeux. Je vais passer vite là-dessus. Et revenir rapidement sur des constats. Les constats, c'est quelques chiffres clés du centre-ville. Donc on a un nombre d'emplois qui est autour de 23 000 sur la commune. On a une vacance commerciale qui est autour de 19%, mais sur 418 cellules. 418 cellules commerciales, c'est important pour une ville comme la nôtre. C'est plutôt une ville qui s'apparente comme plutôt autour de 100 000 habitants, plus autour de Pau. Donc si on ramène ça à un nombre de cellules qui est la cible un peu moyenne autour de 300, on voit que la vacance est quand même beaucoup plus faible que celle qui est constatée actuellement. On a également 80 000 m² de grandes surfaces commerciales. Le ratio qui est évoqué pour se comparer au niveau national, c'est la densité de mètres carrés de surface commerciale par rapport à 1000 habitants. Donc nous, on est à 1493 m² pour 1000 habitants. La moyenne nationale est de 1693. Ça permet aussi de relativiser un petit peu l'importance des surfaces commerciales sur notre territoire. On a un flux rentrant dans le centre-ville qui est autour de 10 000 véhicules jour, notamment pour les gens qui viennent travailler sur le centre-ville. On a une ville et un territoire qui est surtout structuré sur l'emploi public. On a une offre de stationnement qui est autour de 2500 places avec 55% de places gratuites, 1471 places gratuites et autour de 2200 qui sont payantes. On a déjà réalisé des aménagements d'espace public à hauteur de 10 millions d'euros d'investissement sur les dernières années. Et puis sur la dimension habitat, on a une vacance des logements qui est autour de 15%. Et on a déjà réalisé 50 façades réhabilitées depuis 2012, qui représentent 350 000 euros de subventions et 1,2 million de travaux engagés. Et pour les logements réhabilités, on en a déjà réhabilité presque une centaine, avec 1,9 million de subventions pour 4,3 millions de travaux. Le constat, c'est que le centre-ville, la dévitalisation du centre-ville, elle est somme toute un peu classique. C'est vrai qu'on voit ces éléments, ces phénomènes exister sur les villes moyennes de l'ensemble du territoire national, sauf ceux qui bénéficient d'une attractivité intrinsèque telle que le littoral ou les aspects touristiques. Cette dévitalisation, elle s'explique par des années de décentrage des fonctions du centre-ville. C'est-à-dire que l'habitat a été un petit peu sur les communes périphériques, c'est le phénomène qu'on appelle d'étalement urbain. On a des lotissements qui ont poussé sur les communes périphériques et qui ont enlevé la fonction habitat dans le centre-ville, avec des phénomènes de mobilité qui se sont accentués, des problématiques qu'on a sur les déplacements quotidiens entre le domicile et le travail. On a du développement des commerces et des services qui s'est fait aussi à l'extérieur de ce centre-ville, et puis donc un développement du centre-ville avec des logements vacants qui sont multipliés, des logements qui sont restés inadaptés et un patrimoine qui est non entretenu. Ce patrimoine non entretenu, c'est aussi chez nous un phénomène qui est important parce qu'il y a un gros monopole de quelques propriétaires qui n'entretiennent pas ce patrimoine et qui ne le remettent pas dans des standards actuels. Donc on en a quelques-uns, notamment sur la rue Gambetta, Bastia et Cordeliers, qui a un impact fort dans l'image du centre-ville. On constate aussi une baisse de l'attractivité avec des locomotives commerciales qui ont disparu. Alors la Nouvelle Galerie, c'est depuis 2008, mais on a depuis quelques années, mais il y a aussi Maison du Monde qui est partie et autres qui ont baissé l'attractivité. On a les commerces de périphérie qui ont augmenté, le numérique aussi qui attaque un petit peu ces commerces de centre-ville, et puis des modes de consommation des nouvelles générations qui ont changé et qui font qu'il faut qu'on se repositionne, qu'on se re-questionne sur les concepts de commerce existants dans le centre-ville. Notre territoire aussi dans le centre-ville, l'étude commerciale qui avait été lancée il y a 2 ans l'avait montré, c'est qu'on a un nombre de commerces qui est très important et on a aussi des commerces qui sont parfois
inadapté en termes de taille. On a des petites cellules qui ne correspondent plus aux standards actuels et parfois c'est aussi problématique dans la possibilité de développer des nouveaux commerces. On a aussi des commerçants qui arrivent en fin de carrière et on a de la transmission aussi à anticiper. Et parfois on a des commerces qui ferment parce que cette transmission-là, elle n'a pas été anticipée. Et enfin, au travers du travail qu'on a pu faire de co-construction, on a des remontées qui ont été formulées, de ressentis négatifs, qui ne sont pas forcément des choses factuelles, mais qui sont du ressenti qu'il faut qu'on prenne en compte dans le projet. C'est des problématiques d'accessibilité au centre-ville, des problématiques de stationnement, et puis des problématiques d'incivilité, de propreté, d'insécurité, un ressenti qu'on a pu entendre souvent, et une offre commerciale qui n'est pas non plus conforme aux attentes des usagers, des habitants du centre-ville. Malgré cela, on a des forces. On a une requalification de la ville qui est enclenchée depuis quelque temps. Il y a des grandes opérations d'espace public qui ont été réalisées, on les détaillera un peu plus tard, qui ont permis de faire émerger un certain nombre d'actions sur ces espaces publics. Notamment, on a vu les bars, les restaurants se nourrir des terrasses pour redévelopper de l'activité sur ces espaces. On a une attractivité touristique aussi qui est en train de se développer et qui prend de plus en plus d'ampleur. L'Office du tourisme est là pour nous amener des chiffres et des données sur ces éléments-là. Et puis on a un ressenti au travers des enquêtes de satisfaction des gens qui redécouvrent Mont-de-Marsan, qu'on a une image très positive sur la requalification du centre-ville. On voit aussi au travers du travail qui est fait avec les agences immobilières, tous les acteurs de l'immobilier, qu'on a une vraie appétence, une vraie envie aussi des habitants de revenir habiter dans le centre-ville, et que dès qu'il y a un bien qui est mis à la vente sur le centre-ville, il part assez vite à partir du moment où il répond aux standards et aux envies des habitants. On a aussi des opérations de requalification qui commencent à apporter vraiment leurs fruits. Donc, je vais citer l'opération d'amélioration de l'habitat, des façades et des opérations privées aussi qui sortent et qui produisent des logements de nouveaux standards. On a aussi une attractivité sur laquelle il faut s'appuyer, notamment le marché du samedi, qui est une vraie force pour notre ville. On a les lieux de convivialité, les bars et les restaurants sur les terrasses. On voit aussi que lorsqu'on a des nouveaux concepts qui s'installent dans le centre-ville, très vite on a une population qui répond et qui est capable de venir utiliser ces lieux-là et s'est réapproprié. On a aussi le cinéma qui s'est réimplanté dans le centre-ville, les halles gourmandes qui sont en train de se redévelopper, et puis des animations aussi fédératrices, des rendez-vous, le flamenco, les fêtes, le marché des producteurs ou autres, qui sont aussi une vraie force pour le centre-ville. Et puis enfin, on a une dynamique collective qui est mise en place alors, au travers d'Action Cœur de Ville, mais même avant, puisqu'il y avait des réflexions qui étaient menées au travers de la dimension commerciale, avec la puissance publique qui s'est saisie de ces réflexions, mais aussi les privés, les commerçants, l'immobilier, les promoteurs, les banques, qui travaillent tous ensemble au travers de cette volonté de redynamiser le centre-ville. Et puis la démarche qui a été lancée dans le Cœur de Ville montre aussi que les citoyens, les usagers, et vous en êtes un exemple, que tout le monde a envie que ce centre-ville se redynamise et retrouve une image plus positive. Les enjeux, ils sont simples et c'est eux qui ont permis de construire le projet. Le premier, c'est de rendre le cœur de ville désirable, c'est redonner envie de repratiquer le cœur de ville, que ce soit les commerces, les bars, les restaurants, mais aussi les espaces publics. C'est redonner envie aussi, encore plus que ça ne l'est, aux gens d'habiter dans le centre-ville, parce que c'est un lieu unique sur le territoire et c'est un lieu qu'on ne retrouve pas ailleurs, au travers de l'offre de logement, mais au travers aussi de ce qu'on peut avoir à pratiquer sur le centre-ville. C'est également le deuxième enjeu, c'est de recentrer le territoire sur le cœur de ville, c'est de remettre des fonctions du cœur de ville, les fonctions du territoire, pardon, au centre du cœur de ville. Donc c'est repositionner des services administratifs, des services de santé, des services médicaux, pour que ces services-là et ce flux créé bénéficient à l'ensemble des acteurs du centre-ville. Et pour cela, il faut aussi réorganiser le développement économique et commercial du territoire pour affirmer le centre-ville. Et puis, c'est continuer à développer les animations sur le cœur de ville et faire en sorte que peut-être il y avait des animations qui se faisaient en périphérie ou légèrement à l'extérieur du cœur de ville. Dès qu'on peut, c'est les réintégrer dans le centre-ville pour que les animations bénéficient, encore une fois, créer du flux de passage sur cet espace et qui bénéficie à tout le monde. Et enfin, c'est également affirmer l'identité du territoire par son cœur de ville. C'est important que le centre-ville devienne un lieu identitaire. Souvent, quand on pense à Mont-de-Marsan, on va penser aux fêtes, au rugby, au bien-être, mais il faut aussi qu'on arrive à marquer plus fortement l'identité du territoire par le centre-ville. Et donc, il faut développer une identité singulière et fortement marqueur du centre-ville pour notre territoire. Et puis enfin, c'est développer son attractivité au travers de tous ces éléments que je viens de citer.
Pour cela, donc, les enjeux ont fait naître un projet que l'on a écrit sous forme de défis. Donc, on a écrit 5 défis qui permettent de ne pas rester dans les thématiques un peu segmentées que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc, il y a 5 défis. Le premier qui est le défi de l'expérience du cœur de ville, le défi du parcours marchand, le défi de l'aménagement du cœur de ville, le défi de l'identité qui pour nous passera par l'art dans l'espace public, et puis le défi des transitions énergétiques, écologiques et numériques, mais tout ça on va le détailler dans le déroulement du projet. Oui, simplement rebondir sur ce que je vous disais en introduction, savoir que on a traité ce dossier-là pas uniquement par le prisme du commerce uniquement, mais dans une vision à 360 degrés, comme c'est indiqué, avec plusieurs composantes. L'habitat, il faut que des gens habitent en centre-ville, il faut qu'on soit là aussi pour faciliter les choses en matière d'investissement immobilier, le patrimoine, le maintien de notre patrimoine, et puis valoriser le patrimoine existant, tout ce qui est accessibilité, on l'a dit, et mobilité, et stationnement, la notion de service public, les espaces publics, bien entendu de façon structurelle, mais aussi après animer et faire vivre ces espaces. Le maillage médical aussi, c'est un vrai sujet, à la fois rural et urbain et rurbain. On a là aussi une composante de ce plan qui est sur le maillage médical et l'ensemble des animations, y compris en partenariat avec les commerces et notamment les cafés-restaurants, mais pas que. Simplement vous dire que la puissance publique ne peut pas tout faire, mais ça vous le savez, parce que la puissance publique c'est nous, mais c'est aussi l'argent du contribuable, donc ça peut impulser des choses, mais derrière l'idée c'est de faire un effet de levier et de pouvoir travailler avec d'autres institutionnels. Nous étions hier à Paris aussi pour discuter avec d'autres partenaires de ce plan Action Cœur de Ville, et puis aussi faire que les privés s'y retrouvent et investissent, hein, c'est initier et amorcer des projets, que ce soit les commerçants, les propriétaires, les promoteurs, les acteurs de l'immobilier, et dans une démarche où vous et nous, habitants, usagers, nous avons aussi notre part de responsabilité de peuple, mais notre mot à dire, et un vrai rôle, et notamment dans une démarche citoyenne, sans bien entendu culpabiliser, mais on peut se dire aussi que venir en centre-ville, c'est un acte fort qui va au-delà de simplement un acte d'achat ou autre, mais c'est presque un acte citoyen. C'est-à-dire qu'on est tous aussi, on doit tous être moteurs et on est tous responsables par rapport à ça. Voilà, on a cette notion-là. Alors, on ne va pas culpabiliser, mais on pourra communiquer aussi sur cet aspect-là. Hein, la démarche un peu citoyenne de venir dans ce centre-ville. Rapidement, vous rappelez que tout ce projet s'est construit dans une démarche de co-construction. Donc on a eu différents groupes de travail qui se sont réunis sur différentes thématiques pour réunir un petit peu les institutionnels, les forces vives du territoire, les associations des commerçants pour faire émerger des idées et des propositions. Et ce travail, il a été terminé fin novembre. On a fait des questionnaires qui ont été distribués à tous les commerçants. On a fait des auditions de commerçants, hôteliers et cafetiers. On a fait aussi une consultation citoyenne par voie numérique. On a eu plus de 200 réponses. Et puis, on était venu en réunion publique pour écouter vos propositions et vos idées le 5 décembre de mémoire. Et puis, donc aujourd'hui, pour présenter le projet. Le projet donc qui se déclinera en défi. Le premier donc défi qui est le défi de l'expérience du cœur de ville. Donc c'est de faire en sorte que le centre-ville soit une expérience à part entière et qu'elle soit concurrentielle par rapport à d'autres, qu'elle soit unique sur notre territoire. Pour cela, il faut dans un premier temps identifier le cœur de ville et faire en sorte que ce cœur de ville il soit choyé et protégé pour qu'il devienne vraiment un lieu unique. La première des actions, c'est d'installer des portes d'entrée de cœur de ville qui pourraient prendre la forme de ces éléments-là. Alors vous voyez, ça c'est des totems qui peuvent retrouver une marque de centre-ville, un petit plan, et puis qui peuvent se positionner sur le parcours un peu commerçant, qui est identifié par les portes rouges. Là vous voyez ici, donc là on est sur rue Dominique de Gourgues, là on est sur le secteur de la Madeleine, là on est à Aristide-Briand, ici on est sur l'Est-Bazeille, là on est sur la place Saint-Roch à Les Brouchers, ici Sadi Carnot, là Montluc et ensuite Frédéric Bastia et Cordelier. Également de pouvoir indiquer dans ce périmètre mais aussi autour
un petit peu les temps qu'il peut y avoir entre les poches de stationnement et les points d'intérêt, parce que on se rend compte que les remarques qu'on a, c'est on n'a pas de place de stationnement, on n'arrive pas bien à stationner dans le centre-ville, alors qu'on a une offre en stationnement qui est quand même très importante, mais parfois on a pas en tête les distances ou les temps que peut prendre entre le fait de stationner sur Saint-Roch et puis d'aller les arènes et aller sur la place Saint-Roch. Donc on va positionner du jalonnement qui indiquera les lieux d'attractivité et puis le temps de déplacement entre le lieu où est positionné le panneau et la destination et la distance. Oui, ce qu'il faut que vous reteniez, au-delà d'ailleurs des visuels qui sont encore à retravailler, prenez pas pour argent comptant forcément les couleurs, mais c'est le principe. Le principe, c'est de créer une zone qui est cet hypercentre, qui est un parcours marchand, dense. C'est dans cette zone-là qu'il faut qu'il y ait le moins de trous possible dans la raquette. Tout à l'heure, quand on vous parlait d'un taux de vacances de 19% avec 418 cellules, elles ne sont pas forcément dans ce périmètre-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas du reste, mais en tout cas, dans ce périmètre-là, mettre l'accent sur de la signalétique, une identité visuelle, aussi un marquage qui permet de relativiser aussi les distances, d'avoir quelque chose de plus harmonieux. On peut s'apercevoir des fois, tout simplement, quand on est à l'office du tourisme, on ne sait pas où est le musée. Pourtant, il est à 100 mètres. Voilà un détail. Et de le faire aussi autour de ces portes-là pour qu'un jalonnement permette de dire le centre-ville, c'est par là. Pas certain, alors on y baigne dedans, mais quelqu'un qui vient de l'extérieur, pas certain qu'en arrivant au tribunal ou à la Villa Baie-Dorée ou au Sablard, il sache exactement où est le centre-ville. Donc c'est aussi de flécher de cette façon-là le centre-ville. Et puis, ce périmètre nous permet aussi de mettre l'accent sur les aspects de propreté, de lutte contre les incivilités, l'accent qu'on va mettre aussi pour que ce périmètre-là, sans copier ce qui se fait sur une galerie marchande, mais qu'on ait un peu cette notion, non pas de galerie marchande à ciel ouvert, mais d'un périmètre bien identifié, que l'on bichonnera. Et c'est sur le défi de l'expérience de cœur de ville, il y a cette identité qu'il faut avoir et ces efforts qu'on fera, tout particulièrement sur ce périmètre. Des efforts très concrets, ça peut passer, on a commencé d'ores et déjà, ça c'est des opérations plutôt court terme, à engager le renforcement des personnes qui sont sur le centre-ville. Alors, sur des profils qui sont entre la police municipale et le médiateur un peu de centre-ville, donc on va embaucher 2 personnes là-dessus. Ça peut être le renforcement du système de vidéosurveillance, non pas que de vidéoprotection, non pas qu'on soit parano par rapport à ça, mais renforcer un peu pour lutter contre ce sentiment parfois d'insécurité et puis donner un peu plus de visibilité et de sécurité dans certains endroits. On le fera bien entendu en partenariat avec les forces de police. Ça peut être par exemple demander à ce que soit voté très prochainement au budget une ligne importante pour acheter du matériel de propreté urbaine et renforcer nos moyens en la matière. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupera pas des quartiers autour, mais en tout cas, c'est mettre le paquet sur cet espace. Travailler sur l'identité aussi du cœur de ville, c'est se positionner sur des questionnements qu'on a pu avoir des usagers, des habitants, sur la piétonisation du centre-ville. On a eu des remarques nous disant peut-être que la piétonisation de Gambetta et du secteur commerçant peut être une idée pour valoriser le centre-ville. Ce qu'on constate, c'est que le nombre de ponts sur Mont-de-Marsan étant réduit, on a des axes structurants qui passent par le cœur de ville, et notamment pour 2 mouvements. Le mouvement Est-Ouest qui passe par Saint-Roch, je vais montrer, c'est plus simple. Saint-Roch, Gambetta, Bastia, et puis ensuite qui permet de récupérer l'entrée ouest et la route de Bayonne. Ce mouvement-là, il passe par le centre-ville, il passe par les axes structurants, et lorsqu'on avait fait le travail sur la requalification de la place Saint-Roch, on avait fait une étude de trafic, et cela avait été clairement démontré. Et c'est pour ça que la place est requalifiée telle qu'elle est. Donc il faut qu'on conserve ces axes structurants, et c'est une décision forte de conserver la circulation sur cet axe, et également sur l'axe nord-sud qui fait Sablard-Madeleine, et donc qui passe par la rue Gambetta. Donc la volonté, c'est de conserver la circulation sur ces axes-là et de mailler les deux. Alors peut-être qu'il y a une volonté à un moment donné d'apaiser peut-être certains endroits pour trouver un petit peu plus de continuité dans les espaces publics et dans l'aménagement, mais par contre c'est de conserver ces axes structurants en termes de circulation. Je ne vous cache pas qu'on a eu des réponses où c'était le tout piéton. Alors elles étaient plutôt minoritaires, mais il fallait en tenir compte, d'apaiser au maximum certains axes. Piétoniser la rue Gambetta, c'est un choix qu'on ne fera pas parce qu'on est encore
peut-être dans une taille de ville où le tout piéton peut paraître un peu brutal d'un seul coup. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas s'attacher, et c'est ce qu'on fera. Vous voyez, les espaces qui sont en vert sont les espaces en fait, qui ont déjà été restructurés ou traités. Et puis les espaces en rouge sont ceux qui méritent encore une restructuration. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on peut imaginer que entre la jonction entre la place Saint-Roch et la place du Théâtre, par exemple, en passant par la place de la mairie, il y a un axe qui est plutôt apaisé, puisqu'il y a très peu de voitures qui y passent, la rue du 4 septembre, la rue d'Esbazeille. Donc cette zone-là peut être aussi une bonne alternative de déplacement doux, apaisé. Bon, il est difficile de se faire écraser par une voiture rue du 4 septembre, parce qu'il y a peu de voitures qui passent, même si elle n'est pas complètement piétonne. La rue Gambetta, c'est beaucoup plus passant. Et on n'a pas l'intention de modifier cet aspect-là, parce que majoritairement, que ce soit les commerçants ou même les administrés, les clients potentiels et les habitants sont attachés aussi à cette dimension. Pas de ça. Et puis un choix fort, c'est aussi de conserver la poche de stationnement sur la place Pankow, de conserver la vocation de la place Pankow en termes de stationnement. Et pour l'instant, des places de parking. On parle de la tache rouge qui est en haut après. Oui. D'accord. Un petit rappel sur la requalification des espaces publics, tout le travail qui a été fait. Donc vous voyez avant la place Saint-Roch, le traitement actuel, la place Charles de Gaulle, et puis maintenant la place Sadi Carnot, avant, après, et puis enfin les berges sur les deux photos de droite, pour voir aussi les photos avant-après, pour voir le travail qui a été fait sur l'espace public et cette dimension qui, pour nous, est déjà traitée en grande partie. Identifier le cœur de ville, c'est aussi agir sur la politique de stationnement, c'est-à-dire rendre la politique de stationnement plus lisible. Alors cette action, elle a déjà été menée au plus vite, et notamment pour apporter une réponse aux auditions qui étaient faites par les commerçants dès la fin d'année et le début d'année, avec 1 heure gratuite et le samedi après-midi gratuit, et puis un travail aussi sur la lisibilité de l'offre tarifaire pour lier l'espace public et les parkings en enclos. On aura aussi un travail à faire sur la remise en état de certains parkings, notamment Saint-Roch, et comme a dit Monsieur le maire, également travailler sur celui des arènes. On a un autre enjeu, une autre réflexion à mener, qui est sur le secteur qu'on appelle le secteur de Bédoré, puisque sur la photo que vous voyez ici, vous voyez l'immeuble en jaune a deux parties en fait, hein, donc cette partie-là, ce petit immeuble-là, et la Villa Bédoré, qui actuellement menace ruine et qui est fermée. C'est pour ça que le stationnement sur cette partie arrière est fermé. Elle appartient à l'État, elle va être déconstruite sur 2019. Et donc elle va offrir une possibilité sur cette petite emprise dans un premier temps. Et par la suite, lorsque le tribunal va se déplacer, lorsque le projet sera construit sur le Perroat autour de 2022, va permettre d'avoir une réflexion complète sur cet îlot-là. Alors on n'est pas tout seul maître d'ouvrage sur ce site-là, mais malgré tout, ça n'empêche pas de réfléchir et de se poser la question sur l'emplacement de ce site-là par rapport au cœur de ville. C'est vrai qu'on est on est à l'entrée du centre-ville, et donc de ce site-là, on peut créer un signal pour montrer que le centre-ville est derrière. C'est quand on passe sur la rue Victor Hugo, on ne perçoit pas toujours que le centre-ville est juste à côté. Et puis également traiter une problématique de voirie, puisqu'on a un angle là qui est quand même très problématique en termes de giration et qui permettrait aussi de solutionner cette problématique. Palais de justice, donc les choses sont lancées. Nous avions en collectivité joué un rôle de facilitateur, même si nous ne sommes pas maîtres d'œuvre. C'est le ministère de la Justice qui gère ce chantier-là de plus de 20 millions d'euros. Pour regrouper nos 3 instances, à savoir le tribunal qui est ici, mais aussi le tribunal de commerce et des prud'hommes. C'est un chantier 2021-2022, donc ça veut dire qu'après, ces bâtiments-là seront... il y aura une réflexion sur ces bâtiments-là, autant l'avoir dès le départ. Vous avez une petite photo qui est en bas, mais qui est juste une photo de projection, qui n'engage en rien, celle qui est en bas à droite, qui pourrait montrer... la perspective visuelle de ne plus avoir ces bâtiments-là quand on est situé entre la maison de la presse et voilà, dans ce coin-là. Et il y a aussi la jonction avec le parc Jean Rameau. C'est vrai que cet angle droit et cette chose peu académique, pas très sécurisée, le fait qu'il n'y ait plus ça permettrait aussi d'avoir une jonction plus naturelle avec le parc Jean Rameau et une bonne visibilité pour justement cette entrée de ville. Mais tout ça, ce sont des projets qu'il faudra discuter avec les partenaires qui sont aujourd'hui propriétaires de ces bâtiments.
Un petit souci de numérotation, mais c'est pas grave. On a aussi eu, lors de la co-construction, des remarques sur la place de la mairie, sur le côté un peu minéral et peut-être, j'aime pas le mot, mais c'est le seul qui me vient à l'esprit, de vide, et de trouver d'installation du mobilier sur cette place-là. Donc il y a des réflexions qui sont menées sur peut-être positionner du mobilier, alors c'est des exemples, hein, mais du mobilier qui peuvent retrouver une dimension un peu artistique et sculpturale pour dynamiser cette place, ou alors du mobilier qui puisse apporter un des usages un peu différents qu'uniquement un banc sur lequel on peut s'allonger ou autre, et puis aussi apporter du paysage, de l'espace vert sur ce site-là. Et ce mobilier-là, on peut le bouger facilement et faire en sorte qu'il soit compatible avec des animations qui peuvent se passer sur la place. On peut aussi envisager des aménagements provisoires sur ce site-là pour animer et redynamiser cette place. Le point 2 qui est maintenant, qui est de développer des animations. Donc c'est créer une planification annuelle pour donner des rendez-vous aux usagers, aux habitants. C'est-à-dire que parfois on fait des animations et on oublie qu'il faut que les gens se calent pour pouvoir profiter de ces animations-là. Donc c'est caler une planification annuelle, créer une communication sur ces animations qui sera remis aussi aux commerçants et à tout le monde pour que tout le monde puisse communiquer sur ces animations-là qui apportent un vrai dynamisme, notamment le week-end lorsqu'il y a ces animations. Et puis c'est créer des animations sur des thématiques qui pour l'instant n'existent pas, et il y en a quelques-unes qui sont citées sur cette diapo. C'est un aspect important à la fois pour l'organisation en interne de nos services, parce que c'est tout le temps des barrières, des chaises, des chapiteaux, etc. Il y a un peu de logistique derrière, mais c'est surtout aussi pour que on ait une communication qui puisse s'appuyer sur les ambassadeurs que sont les commerçants, les cafetiers. Il y en aura à la médiathèque. Alors le premier sort là, c'est un bimestriel qui sera donc, là c'est avril-mai 2019, il se passe tous les jours quelque chose. Et de façon à ce que ce relais d'information, c'est aussi une demande des commerçants, se fasse en partenariat avec notre Office du tourisme, du commerce et de l'artisanat, et qu'on ait justement régulièrement ce petit dépliant. Donc le premier est à votre disposition là, numéro 1, mais c'est quelque chose qui sera régulier, de façon à ce qu'on puisse diffuser l'info. C'est également travaillé, on a eu des remontées aussi sur l'installation d'une aire de jeu pour des enfants dans le centre-ville, donc la volonté de positionner ça. Alors le site reste encore à préciser, mais c'est la volonté d'installer une aire de jeu, et puis aussi peut-être d'installer des équipements un peu innovants sur le volet numérique, qui permettent d'avoir des usages de l'espace public où on peut, vous voyez, travailler dans l'espace public, se connecter, recharger son téléphone ou son ordinateur, ou après on a des choses comme ça où on a des arbres un peu solaires qui apportent aussi du dynamisme et des usages un peu différents dans l'espace public. C'est aussi l'expérience, mais c'est communiquer sur notre cœur de ville, c'est communiquer sur cette stratégie de centre-ville, c'est créer une marque de cœur de ville, même si elle existe, c'est légèrement la relooker pour l'identifier un peu plus largement que sur une seule dimension. Et puis c'est créer aussi un outil numérique en comparaison de ce que peut faire aussi d'autres centres commerciaux pour expliquer les animations qui peuvent se faire le week-end, les commerces que l'on peut trouver aussi en centre-ville, les services aussi qui existent, et essayer d'expliquer et de mettre en avant un peu cette expérience de centre-ville. Le défi 2, qui est le défi du parcours marchand, donc là qui est vraiment axé sur l'attractivité commerciale. Le premier objectif, c'est de redéployer une stratégie de reconquête de l'attractivité commerciale, et ça passe par une opération d'acquisition de cellules pour plusieurs objectifs. Le premier qui est d'agir sur un marché d'immobilier qui est parfois en déconnexion entre les possibilités des commerçants et ce que veulent les propriétaires, mais aussi pour offrir des cellules commerciales qui permettent de créer des commerces et de tester à des porteurs de projets dans des conditions optimales leur idée. On a les dispositifs type des boutiques à l'essai, boutiques éphémères qui permettent de faire cela. Et c'est aussi agir dans l'acquisition de cellules pour faire du remembrement. On sait qu'on a des petites cellules, donc l'idée c'est peut-être d'en acheter une ou deux, et puis essayer de les regrouper pour qu'on ait une cellule commerciale qui soit un peu plus importante et qui corresponde aux standards actuels. Voilà, alors le but c'est de ne pas jouer au Monopoly, on ne va pas acheter toute la rue Gambetta, mais c'est de flécher notamment dans des zones
pas forcément les zones les plus attractives du centre-ville, parce que là, naturellement, le marché se régule, mais peut-être qu'il y a des zones où il faut donner un coup de pouce. Donc c'est de flécher de façon régulière, en fléchant une enveloppe chaque année. On va commencer dès cette année pour identifier un bien qui pourrait être à la vente, par exemple, voire à la location, mais plutôt à la vente, et de pouvoir faire cet investissement. Le but n'est pas de faire du patrimoine immobilier pour la collectivité, mais simplement d'avoir un équilibre qui permet de peser sur la cellule du bas et le pied d'immeuble et de casser un petit peu ou de baisser un petit peu les exigences tarifaires ou juridiques d'un 369 ou d'un bail et de pouvoir donner accès à des entreprises naissantes ou en incubation qui ne pourraient pas tenter l'expérience sans l'aide de la collectivité. Donc voilà, c'est ça le but du jeu. Je mets à part les nouvelles galeries, c'est un autre sujet, on va en parler. Oui, ouais. Mais là, on est plutôt sur... voilà. Donc on travaille, on a une veille sur le sujet avec nos services, la cellule développement économique et le manager centre-ville, mais on a également un lien très fort qu'on essaye de nouer avec l'ensemble des acteurs de l'immobilier. On est encore avec eux ce matin, parce que c'est eux aussi qui sont en connaissance du marché. C'est aussi travailler sur cette stratégie, c'est aussi mettre en place des aides pour l'installation de nouveaux commerces, pour redynamiser les vitrines, pour s'équiper, pour avoir aussi une stratégie numérique pour ces nouveaux commerces, puisqu'on sait que maintenant il faut avoir une stratégie digitale et physique, et pas uniquement physique pour les commerçants. Et c'est aussi continuer à travailler sur l'accompagnement des cellules vides, parce que sur le parcours commerçant, lorsqu'on a des cellules vides, des trous dans la raquette sur ce linéaire, on n'a pas forcément une image très positive du centre-ville, donc c'est essayer de travailler sur les accompagnements pour relooker un peu ces cellules et avoir un impact un peu moins fort. Alors on avait travaillé sur ces dispositifs-là, Shop Art, peut-être qu'il faut qu'on passe à quelque chose de plus innovant et plus dynamique pour continuer ce travail-là. Le deuxième objectif, c'est de continuer à créer une dynamique commerciale. Donc, c'est continuer à travailler avec l'association des commerçants au travers du travail qui est fait par le manager du centre-ville et l'office du tourisme, du commerce et de l'artisanat. Et puis, c'est continuer à travailler sur la coordination des cafetiers pour que on ait, lorsqu'on a des animations, un peu tout le monde soit coordonné et travaille ensemble, tel que ça a pu l'être, notamment sur les fêtes de fin d'année où on a vu que le centre-ville prenait des couleurs tous ensemble de Noël. Le troisième objectif qui est d'intensifier le parcours marchand. Alors, on a plusieurs enjeux et plusieurs objectifs. Le premier enjeu, c'est des opportunités foncières qui se retrouvent dans un temps serré et qui offrent une visibilité de requalifier un parcours complet. Donc vous avez en jaune l'emprise des nouvelles galeries et puis des immeubles qui sont également à la vente sur l'arrière. Alors je n'ai jamais les noms. La boutique des stars et l'ancien bar Pascalin pour les plus anciens. Voilà. Donc on a toute cette emprise-là qui peut être amenée à bouger et à reconnaître une requalification. Enfin, on a également celle de l'îlot Lacoste, donc l'ancienne librairie, et surtout le foncier qui se trouve sur l'arrière de l'îlot Lacoste, qui vient longer donc la rue du 4 septembre, jusqu'à la mutualité, et qui peut là aussi retrouver une requalification et une nouvelle vocation qui pourrait accueillir des commerces et de l'habitat sur les étages supérieurs. Donc on voit qu'on a une requalification qui pourrait être faite sur le rez-de-chaussée des nouvelles galeries, le rez-de-chaussée de cet îlot Lacoste, au travers de ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Je vais prendre ici, je vais essayer de viser personne. Voilà. Entre la place Saint-Roch, la rue du 4 septembre, qui est très faiblement circulée et qui est quasiment une rue apaisée, donc qui passe devant cet îlot là, de l'îlot Lacoste avec des commerces en rez-de-chaussée, qui reprend, en reprenant l'Esbazeille, l'îlot des nouvelles galeries, qui là aussi est déjà piéton. Et cet axe-là qui va de l'autre côté, d'ailleurs, qui va vers Bulle d'Ancre et l'église Saint-Vincent, là aussi qui est piéton, on a tout un secteur qui est déjà... et qui permet de faire la connexion entre un espace requalifié, la place Saint-Roch, et puis le bas de Charles de Gaulle. Aujourd'hui, en fait, je ne dis pas que les planètes sont alignées, parce que c'est encore des tractations ou des négociations ou des travaux qui sont menés vis-à-vis des propriétaires. Pour faire clair, nous n'avons pas la maîtrise de ces deux bâtiments, si ce n'est que nous comptons bien avancer sur ce sujet. Il n'y a pas une semaine où on n'essaye pas d'avancer. En se fixant un objectif assez clair, c'est de pouvoir avancer avant l'été.
Mais simplement, on constate que avec ce qui va se passer, notamment Place Saint-Roch, sur le collège de la Croix-Blanche, où là il y a une centaine de logements qui arrivent dans le cadre de l'opération de transfert sur la partie collège Saint-Vincent, enfin moi je dis le petit séminaire, mais c'est voilà. Donc là ici il y a du logement, ça va créer de l'habitation en plus, il y a cette place de Saint-Roch qui a été refaite, et donc il y a un cheminement qui fait cette jonction-là, qui permet de garder Gambetta roulant avec des voitures, mais de pouvoir avoir un axe un peu apaisé, où même Frédéric Bastiat serait dans une continuité perpendiculaire, sans pour autant être piétonnisé, hein, mais apaisé en tout cas et retraité. Voilà. Donc c'est cet aspect-là qui est intéressant. Clairement, si on arrive à débloquer cette situation-là, on a 1500 à 2000 mètres carrés en hyper cœur de ville qui sont un enjeu majeur. Alors c'est pas que les nouvelles galeries qui vont régler le problème du centre-ville, mais c'est un enjeu important et qui ne doit pas se traiter uniquement comme la rénovation d'un simple bâtiment, voilà, par un agent immobilier ou un promoteur. Il y a une vision vraiment urbanistique et de projet à avoir sur les deux espaces. Aujourd'hui, moi, j'ai pas de scoop à vous donner en disant ça y est, on a les clés, on démarre, mais on y travaille et on espère bien pouvoir débloquer ces situations-là, sachant qu'il y a également dans la corbeille de la mariée, si on arrive à prendre la main sur cette corbeille-là, la partie de l'îlot Casayas, enfin c'est le dépôt Casayas qui est derrière notre Régie des Eaux, qui est un dépôt, on voit Nouvelle Galerie, qui est rue Casayas, que vous avez dans ce coin-là, hein, où il y a 400 ou 500 mètres carrés là également. Donc, voilà, il y a un ensemble, il y a une réflexion d'ensemble qui est quand même très structurante pour ce cœur de ville et qui s'inscrit dans un parcours un peu différent. Voilà, ça ne veut pas dire que le parcours rue Gambetta n'existe plus, le parcours commerçant, c'est que c'est une offre complémentaire et qui vient répondre aussi à la demande des usagers et des habitants d'avoir un parcours un peu apaisé et protégé en dehors de la circulation et qui vient complémentaire à ce qui existe sur Cordeliers, Gambetta et Bastia. Et puis si on tire le fil un peu plus loin, donc pour faire la connexion entre l'Est-Bazeilles et le bas de Charles de Gaulle, il reste une partie à réaménager qui est celle entre les 4 cantons et le haut ou le bas de Charles de Gaulle. Et on a ainsi une continuité entre les espaces publics et un parcours à réaménager entre tous les espaces qui ont été refaits sur le cœur de ville. Le défi numéro 3 qui est le défi de l'aménagement du cœur de ville. Le premier objectif, c'est de favoriser les projets à la lecture du centre-ville, de mettre d'abord tous les projets à l'analyse du centre-ville et puis s'il n'y a pas les capacités, on peut envisager ailleurs. Donc cette stratégie commerciale, elle a été validée et actée par les élus de l'agglomération en conseil communautaire de septembre, où il y a eu un moratoire sur le commercial qui a été voté et qui interdit tout mètre carré de surface commerciale complémentaire. Et donc ce moratoire et cette stratégie, elle va être traduite dans un document réglementaire opposable au tiers qui s'appelle le plan local urbanisme intercommunal et qui va être arrêté le 2 avril. Voilà, il ne s'agit pas de freiner le développement économique. Bien évidemment, si un projet veut s'installer, y compris en périphérie, il pourra le faire. Simplement, on va être plus restrictif parce qu'on ne veut pas imperméabiliser et remobiliser de nouvelles zones. On est sur les dents creuses, les friches, notamment sur des zones d'activité artisanale. On a sur Mamoura notamment, sur la Théoulaire, sur Micarère, parfois des bâtiments ou des zones à retraiter. Donc on privilégie le 1 pour 1. Ça veut dire que des extensions peuvent se faire ou des arrivées peuvent se faire en centre-ville, mais on sera très vigilant par rapport à ça. C'est intéressant parce que c'est une volonté partagée des 18 maires de l'agglo, parce que c'est une approche communautaire. Il n'y a pas que Mont-de-Marsan qui est concerné. Il y a d'autres zones d'activité ailleurs, pas qu'à Saint-Pierre-du-Mont, même dans d'autres zones. Et là, c'est pas uniquement on se tape dans la main et on fait un moratoire, c'est on va le retranscrire dans le marbre du règlement et du PLUI qu'on est en train de valider pour justement avoir la main par rapport à ça. Le deuxième objectif, c'est de poursuivre la production de logements locatifs. Donc on a déjà des actions qui sont mises en œuvre, notamment l'opération d'amélioration de l'habitat, qui permet d'apporter des subventions qui peuvent aller jusqu'à 50% pour les propriétaires qui requalifient leur logement et qui
le remettre sur le marché avec des conditions particulières de conventionnement. Et puis, l'action Cœur de Ville permet de mettre en place des dispositifs fiscaux parce qu'on crée, alors c'est jargon administratif, mais une opération de revitalisation du territoire qui va reprendre le périmètre d'Action Cœur de Ville et qui offre un dispositif fiscal qui s'appelle De Normandie et qui permet aux propriétaires qui achètent un appartement, qui font des travaux et qui le remettent en location, de défiscaliser une partie de l'achat et une partie des travaux. Donc c'est quand même très intéressant pour les propriétaires. C'est ni plus ni moins ce qu'on appelait les dispositifs de défiscalisation Pinel, Borloo ou d'Eurobien, mais là dans l'ancien, pas dans du logement neuf, mais dans l'ancien, et qui permet d'avoir un vrai effet levier sur la production de logements locatifs. Alors le hasard fait que nous étions hier soir avec Bertrand Tortic dans une réunion où les 222 maires et adjoints au commerce étaient conviés. Avec de bonnes nouvelles en ce qui nous concerne, et on a rencontré le ministre de Normandie qui nous faisait la publicité de cette loi, et le fait que Mont-de-Marsan soit retenu dans les 222 villes, on est immédiatement éligible à ce dispositif. C'est-à-dire qu'on a vraiment, alors on en a discuté avec nos partenaires, enfin les partenaires agents immobiliers, notaires et autres qu'on avait ce matin en réunion, c'est vraiment un dispositif très positif qui vient booster l'intérêt notamment pour soit acheter, soit pour investir sur de l'immobilier montois. Ne nous trompons pas, investir à Mont-de-Marsan dans l'immobilier, c'est vraiment pas une mauvaise affaire aujourd'hui. Entre les mesures d'aide, les défiscalisations et la rentabilité locative pour celui qui veut faire un investissement ou le coût d'une acquisition, les agents immobiliers, sauf quand le bien est complètement décalé en termes de qualité ou de standard, vous savez très bien qu'une maison en centre-ville ou un bien immobilier part très très vite. Donc ça vient booster justement cette attractivité en termes d'investissement. Alors on vous a laissé justement ce dispositif qui est, je pense, qui est projeté là, qui est à la sortie pour que vous puissiez avoir un peu les éléments. C'est également poursuivre la production de logements pour la résidence principale. Alors on a les actions sur le locatif, mais aussi sur la résidence principale. Donc c'est accompagner les porteurs de projets qui réalisent ces opérations. Là vous avez deux photos récentes, donc l'opération qui était portée par le promoteur Bernadet sur l'île aux Gourottes, et puis l'opération qui est en train de sortir sur l'ancienne prison, qui était portée par Altae, donc vous voyez les images récentes. Et puis, comme a dit Monsieur le maire, le projet aussi de la Croix-Blanche, donc c'est réaliser ce projet-là qui accueille plus de 100 logements sur ce site-là, à proximité du centre-ville, mais il y a d'autres îlots qui peuvent accueillir de tels projets. C'est également poursuivre la mise en valeur du patrimoine. Donc, on avait des dispositifs d'aide à la rénovation de façade qui étaient des dispositifs incitatifs. On donnait des aides pour les personnes qui réalisaient ces façades avec des conditions de réalisation. Il fallait qu'ils se conforment à nos prescriptions. Là, on est sur une stratégie qui maintenant est coercitive. On a fixé des façades qui ont été identifiées entre 4 cantons et la mairie, sur un secteur vraiment hyper-centre, sur lequel on impose aux propriétaires de refaire leur façade. Et si, dans un temps qui va autour de l'année, ce n'est pas fait, c'est nous qui reprendrons la main, qui ferons les travaux et qui factureront directement aux propriétaires ces dispositifs. 17 propriétaires concernés, une trentaine de façades concernées sur l'hyper cœur de ville, Frédéric Bastiat, Cordelier, Gambetta, voilà, avec une réunion qui a eu lieu et avec d'ores et déjà des rendez-vous pris, des devis faits, des études pour avancer. Donc on pense que dès 2019, on va commencer à avoir quelques échafaudages, au moins pour traiter les façades. Il y a des façades qui sont magnifiques mais qui ne sont pas mises en valeur, mais aussi avec les dispositifs liés à Solia notamment, traiter à l'intérieur quand on peut faire du logement. Et quand l'immeuble le permet, notamment quand l'accès au premier étage est dissocié du commerce. C'est aussi prendre soin de notre patrimoine, c'est réhabiliter aussi les maisons romanes qui sont dans le centre-ville. C'est poursuivre la réflexion de l'éclairage public, parce qu'on a fait Gambetta, il manque encore les rues Bastia et Cordelier pour avoir un éclairage public qui soit uniforme sur l'hypercentre. Et puis c'est travailler également sur la remise en état, alors c'est peut-être anecdotique, mais de Bastia et Cordelier qui a un revêtement là qui est très dégradé. On a aussi des réflexions sur du street art sur certaines façades ou de la réflexion sur des façades avec les acteurs locaux.
Enfin, c'est aussi réaliser des équipements structurants, donc c'est remettre des activités et recentrer des équipements dans le centre-ville. Donc on est propriétaire des immeubles au-dessus de la Poste, donc ici, et donc c'est de repositionner des services administratifs sur ces immeubles-là pour recréer du flux d'activités. On a aussi un projet de maison médicale privée qui se trouve à proximité Saint-Roch, donc c'est accompagner et faire en sorte que ce projet se sorte dans un temps le plus réduit possible. Il y a un projet, donc vous avez les deux photos là sur l'ancienne clinique rue Henri Duparc pour faire une résidence senior et qui va démarrer prochainement. Et puis il y a des réflexions aussi sur l'îlot de l'Homme, notamment avec l'hôpital, mais surtout pour nous, pour créer une porosité entre la place des Arènes et la place Pankow. C'est une réflexion qui est menée avec l'hôpital, parce que l'hôpital aussi a des sujets, notamment concernant la maison de retraite de l'Es-Bazeilles et les besoins qui existent en matière de construction d'EHPAD et de maisons de retraite, plutôt sur des tendances de construction en hyper-centre-ville. Donc cet îlot que vous situez entre les Arènes, la Peña, Los Toros, là derrière dans ce coin-là, une ribambelle de garage là dans ce coin-là, offre aussi pour nous, si les choses se font, une perspective de faire une pénétrante, un mail, un accès qui pourrait faire piéton, qui pourrait faire que les Arènes tout d'un coup se retrouveraient à proximité de la place Pankow, par exemple. Puisque nous avions, sous l'ancien mandat, anticipé les choses en achetant et en préemptant l'ancien gymnasium, pour ceux qui connaissent, à côté du restaurant chinois. Il y a un espace, un immeuble, qui est un peu dans cet axe-là et qui permet de commencer à ouvrir des perspectives. L'idée étant, on s'en est aperçu, il y a de la place aux Arènes, mais psychologiquement, il y a un ressenti qui font que ce parking-là, il est un peu éloigné, psychologiquement. Alors, sauf le samedi matin, où là, les gens pourraient se garer presque à Dax pour venir au marché. Mais là, ça permettrait d'avoir un accès direct à la place Pankow. Et puis, c'est travailler sur ce qu'on appelle une stratégie de marketing territorial, c'est-à-dire comment se vendre notre territoire un peu mieux au travers des investisseurs économiques, commerciaux, immobiliers, pour qu'on arrive à peut-être encore plus que ce qu'il n'est actuellement, attirer des investisseurs pour qu'ils investissent sur notre territoire. Et c'est également ce qu'on a dit au travers de ce qu'on a dit tout à l'heure, notamment sur le logement et notre marché immobilier, c'est travailler sur une communication pour que les investisseurs privés investissent non pas sur Bordeaux ou ailleurs, mais plutôt sur notre territoire lorsqu'ils veulent faire des investissements locatifs. Parce que, comme l'a dit Monsieur le maire, on a des rentabilités et des investissements qui sont très intéressants. Des démarches, tout simplement, comme il y a 2 jours, notre présence au Salon de la franchise, non pas pour avoir un stand, mais au moins pour y être, distribuer nos cartes, parler, essayer d'identifier les concepts qui existent et qui existent sur le marché, mais qui ne viennent pas en concurrence avec nos commerçants. Des exemples aussi où à chaque fois qu'on va sur Paris, on en profite pour avoir un rendez-vous avec un promoteur, avec peut-être une locomotive commerciale, pour vendre notre ville. Voilà les exemples qu'on peut avoir de communication aussi sur les différents dispositifs de défiscalisation sur notre territoire. Être un peu ambassadeur et VRP et vendre l'attractivité du territoire. Le défi numéro 4, l'avant-dernier, qui est le défi de l'identité. Alors on a déjà une identité qui se déploie un peu sur l'art dans l'espace public, donc l'idée c'est d'accentuer encore ça et puis d'essayer de mettre en avant encore plus la position de l'art dans l'espace public. Il y a certaines sculptures de notre collection qui est importante et de qualité, c'est de le sortir encore plus d'œuvres et de le positionner sur un parcours qui est jalonné, expliqué et qui peut trouver des complémentarités entre nos œuvres, mais aussi ce qui peut se faire sur les interventions artistiques ou autres, et de mieux communiquer dessus. On a différents sites qui peuvent accueillir cette place de l'art dans l'espace public. On a ce projet-là, alors qui se trouve rue Maréchal Bosquet, près du Royal, du cinéma, sur l'ancienne boulangerie, et qui va accueillir un ouvrage technique, un ouvrage hydraulique. Donc on va démolir cette boulangerie, on va faire un ouvrage, et on va pouvoir faire un belvédère qui va faire la liaison entre le haut de la rue Maréchal Bosquet et les quais. Et donc ce support-là, ce belvédère-là, permettra peut accueillir en tout cas des dispositifs pour accueillir des œuvres ou d'autres choses, puisqu'il y a d'autres réflexions sur ce site-là. Et on peut également envisager de continuer l'aménagement du quai Silgui, celui qui est en face des berges plutôt minérales qui est aménagé pour finir ce parcours et donner de l'attractivité à ce parcours qui fait quai Silgui, la passerelle et qui peut revenir jusqu'à Mirasol. Ce parcours et cette accentuation peut prendre un jalonnement et ce fléchage-là, donc en démarrant, pourquoi pas, du square des anciens combattants, on peut cheminer au travers de
de l'espace qui est un peu méconnu sur l'arrière du musée, remonter au musée, recirculer sur la place Charles de Gaulle, venir récupérer les berges, le lavoir, les berges, remonter donc sur cet espace des quais, le belvédère que je viens de vous détailler, reprendre la passerelle, reprendre en face le quai Silgui, aller jusqu'à la confluence et jusqu'à Mirasol, reboucler par le pont, revenir sur la place Pankow et puis regagner le point de départ par Bastia, la place des Quatre Cantons, la place de la mairie et puis le donjon. Et on arrive à recroiser ces deux parcours, le parcours marchand et le parcours de l'art dans l'espace public, et de recréer du flux dans ces espaces. On a également un site qui est méconnu mais qui accueille aussi un certain nombre d'interventions artistiques et notamment du land art sur Jean Rameau et qui nécessite aussi d'être plus mis en valeur. Sur ce parcours, on a également le musée qui peut du coup trouver une dimension un peu plus importante que ce qu'elle n'est actuellement. Et sur ce parcours-là, on peut également réaliser des mises en lumière de bâtiments, notamment, on est en train de travailler et de chiffrer la mise en lumière de la confluence et également celle du donjon. Sur ce parcours, on a le musée national. Et je laisse. Donc là, on a le musée, vous le connaissez, mais il n'est pas forcément connu à sa juste valeur. D'abord, il est dans un écrin qui est le donjon, qui est bien évidemment pas fait pour ça au départ, et avec un fonds muséal qui est important, lié à l'histoire, lié à l'attractivité de d'Espiau-Villery et de tout ce que ça a généré en termes de fonds muséal. Et vous le voyez d'ailleurs sur la photo qui est en haut à droite, on a tendance à exposer de façon très très serrée nos œuvres. On a une caverne d'Ali Baba, on en met aussi dans la rue quand c'est des bronzes, dans les vitrines quand c'est des plâtres. Bon, le problème n'est pas le manque d'œuvres, le problème est le manque de place et aussi la muséographie, CENI, de l'exposition de ces œuvres-là pour la moderniser, la mettre au goût du jour, donner un peu plus de recul, un peu plus de place. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons engagé un nouveau directeur du musée qui est là depuis déjà plusieurs mois, voire plus une année, et qui travaille avec la mission de pouvoir avancer sur un projet scientifique et culturel très structurant. Dans le domaine de la culture et de la sculpture, on est sur le moyen-long terme, et donc de pouvoir avancer. Et nous ouvrons des portes aussi dans les ministères et sur la DRAC et autres cofinanceurs, de façon à avancer dans un comité de pilotage qui pourrait nous conduire à pouvoir avoir un vrai projet scientifique, culturel et donc ensuite architectural et bâtimentaire, plutôt vraisemblablement sur cet espace-là, mais rien n'est prédéfini, en élargissant un peu, en ayant une exposition plus au goût du jour et plus mise en valeur. Parce qu'on a, sans forcément le savoir, un joyau de la sculpture fin 19e, 20e. Il y en a des musées comme ça avec des fonds, il y en a 2-3 en France. On a parfois des œuvres de Rodin qui débarquent ici. On envoie aussi des œuvres au Louvre ou dans des musées nationaux. Et c'est vrai que cette mise en valeur, elle n'est pas uniquement parce qu'on peut être passionné de sculpture, mais elle est tout simplement aussi un critère d'attractivité économique et touristique. Il y a, nous pensons, un tourisme qui existe, un tourisme de 2 jours, de 3 jours, de week-end, ou sur un week-end, du vendredi au dimanche. Quelqu'un un peu névrosé sur Paris ou Bordeaux peut venir se mettre au vert dans une ville comme la nôtre, avec du bien vivre, un bon match de rugby ou de basket, une exposition au musée, un tour au marché, une bonne table, voilà. Et on a peut-être quelque chose à écrire aussi au travers de cette qualité qu'on a là. On n'a rien à inventer, la sculpture elle est là, il faut simplement un peu plus la porter, la mettre en valeur. Ça demande des fonds, et ça demande un vrai travail structurant, et tout ça aussi, ça rentre dans l'opération Cœur de Ville, mais pas que. Le parcours de l'art dans l'espace public, qui s'appuie aussi sur la triennale, Mon Art sans sculpture, qui déjà déploie de l'art dans l'espace public. Et la dernière édition avait permis aussi de récupérer l'œuvre, notamment la plongeuse. On peut imaginer qu'au fur et à mesure, on soit capable d'en récupérer d'autres pour structurer ce parcours. Sur ce parcours, on a aussi le développement du lieu des musiques actuelles et la requalification du café musique et de rénover ce site qui est un site emblématique pour les musiques actuelles sur le cœur de ville. Donc après un peu de tergiversation liée notamment à l'obtention, enfin à des histoires de labels de cette musique actuelle, les choses avancent. On sait qu'on va pouvoir avoir a priori ce label chez nous.
Et donc l'idée, bien entendu, c'est maintenant d'avancer sur le Café Musique. On inscrira au budget les premières études et travaux pour cet exercice-là. Parce que pour ceux qui pratiquent ce lieu, que ce soit pour les concerts ou pour l'enseignement, notamment pour les enfants, il y a du travail à faire, notamment sur le premier étage. Donc l'idée, c'est de ne pas forcément, comme ça a pu être à un moment donné dans les études, déplacer ce lieu, mais d'investir, de se déplacer ailleurs dans un autre espace, mais de moderniser, d'investir ce lieu, de le sécuriser, de le rendre aussi plus académique et plus sécurisé au niveau du premier étage. Et donc c'est des choses qui s'engageront dès cette fin d'année sur le Café Musique, qui est un espace aussi important, qui peut même aller au-delà de sa fonction de Café Musique, notamment en lien avec le bureau Information Jeunesse ou le foyer des jeunes travailleurs. Il y a des passerelles qui s'opèrent déjà, mais qui pourront encore plus s'opérer dans un lieu revisité et modernisé. Enfin, le dernier défi, qui est le défi des transitions énergétiques, écologiques et numériques. Donc, c'est poursuivre cette transition énergétique écologique. Donc, c'est développer la place des modes doux, piétons et cyclables dans nos aménagements et dans le traitement du cœur de ville. C'est poursuivre l'amélioration thermique des logements au travers des dispositifs d'opération d'amélioration de l'habitat. Et puis, c'est poursuivre aussi ce travail sur la consommation énergétique dans nos bâtiments publics. C'est continuer à valoriser la nature en centre-ville. Et puis, c'est déployer également une stratégie numérique qui peut prendre différentes dimensions. Il y a une dimension sur des applications pour améliorer l'accessibilité du centre-ville. On a l'application qui s'appelle Whoosh sur notre stationnement et qui permet, grâce au smartphone, de payer à la minute près le stationnement sans aller à l'horodateur. Donc ça, c'est un vrai plus pour l'usage du centre-ville. Il faut qu'on communique dessus et qu'on soit capable de plus utiliser cet outil. On a aussi l'outil de transport en commun qui permet de savoir quand le bus passe, quand il va passer auprès de notre arrêt et éviter d'attendre un quart d'heure alors qu'il va passer dans 5 minutes. Donc on a ces informations qui sont en direct, qui sont possibles aussi au travers de l'application de notre réseau de bus. Et puis c'est aussi passer vers des services aux usagers qui soient un peu plus dynamiques et un peu plus numériques, et d'aller vers une administration 2.0 ou 3.0 pour réussir à avoir des relations entre les habitants et les usagers qui sont un peu plus forts. On a des applications qui existent sur le recensement de problématiques, le candélabre qui ne fonctionne pas, le trou ou autre, et qui permettent de développer ça. Oui, là également, un accompagnement, il faut que la collectivité prenne part aussi à l'accompagnement de nos commerçants. Tous ne ressentent pas ou ne sont pas en phase ou n'ont pas forcément besoin immédiatement d'être sur des sites marchands. Mais ce qu'il faut, c'est prévoir ce qui va se passer après. Et donc pouvoir donner la possibilité demain d'accompagner en lien avec l'UQAM et les chambres consulaires nos commerçants à pouvoir se greffer sur un site marchand demain, même si tous n'en ressentent pas le besoin immédiat, un jour ou l'autre, il faudra qu'on soit prêt. Et comme chaque commerçant, c'est quand même assez difficile pour un petit commerce de pouvoir investir en ingénierie sur son site marchand, on a un rôle à jouer là-dessus. Dernière chose aussi, en ce qui concerne les services au public, on voit que de plus en plus, c'est pas uniquement sur des démarches qu'on fait en mairie, mais c'est des démarches qu'on peut faire à la préfecture ou ailleurs. J'ai discuté aussi avec les gens de la MSA, des démarches sur la retraite et autres. Tout est digitalisé, dématérialisé, numérisé. Tout le monde a un ordi, une connexion, mais faut-il encore y aller et être accompagné? C'est même pas une question d'âge, c'est aussi pouvoir accompagner les usagers, sans quoi la fracture digitale, elle existe surtout dans le manque d'accompagnement. Donc il faut que là aussi, on soit capable, sur des lieux d'accueil bien identifiés, ça peut être en mairie, d'avoir un peu cette boutique ouverte, d'accueil un peu de services publics, notamment pour aider à accompagner. Alors on a déjà ça dans nos services, cher Pierre, c'est très apprécié, mais il faut qu'on franchisse un peu plus un cap là-dessus, et d'autres partenaires institutionnels sont preneurs. Je vous remercie de votre écoute. Bonne soirée.